Merci à tous d'être venus pour cette première journée à Forum Labo. Merci de venir assister à la formation organisée par l'Île-de-France. Donc, je me présente. Donc, je suis Franck Barbaras. Je suis ingénieur d'application laboratoire chez l'INDE depuis une vingtaine d'années. Mon parcours chez l'INDE, j'ai commencé en tant que responsable d'installation et maintenant je suis en support de vente de toute la région Europe de l'Ouest pour tout ce qui est matériel. Donc tout ce qui est matériel de détente, matériel de laboratoire, matériel de cryoconservation, matériel de ligne sous vide, de générateurs, etc. Tout ce qui est technique de première et seconde détente sur les réseaux de gaz, et ainsi que tout le support pour la partie commerce. Voilà. Vous êtes venu assister à la... Alors c'est ma première présentation publique, hein. Vous m'excuserez. Généralement je fais des petites formations, mais chez des clients ou en interne, avec un comité un peu plus restreint. Donc cette première formation, on va partir sur les choix de comment choisir ces gaz, comment bien définir les différents gaz qu'on a besoin dans un laboratoire. Et dans le deuxième temps, on va parler de tout ce qui est dérive sur ces lignes, sur les appareils que vous utilisez, sur les différents bruits de fond que vous pouvez avoir sur les appareils quand vous les mettez en service. On verra que quelquefois, c'est le gaz qui est en cause. Les besoins en gaz. Donc, dans les laboratoires, on utilise du gaz aussi bien en bouteille, en vrac, en petite quantité, en grosse quantité, et de différentes qualités. Donc, les questions à se poser, c'est comment bien définir ces gaz. Les bonnes pratiques en labo, c'est quel gaz utiliser, quelle qualité et quel conditionnement. Généralement, quand vous rentrez une nouvelle machine, un nouveau besoin dans votre laboratoire, le fournisseur vous donne une fiche technique. Sur cette fiche technique, il y a les différentes utilités que ce matériel a besoin, au niveau de la puissance électrique, au niveau de l'air et au niveau des entrées de gaz. Sur cette fiche technique, il y a indiqué certaines qualités et certains débits. Et c'est en fonction de ça, avec le commercial ou la personne responsable, vous allez définir vos besoins. Quand on parle de gaz spéciaux, c'est tous les gaz qui sont utilisés pour les applications. On parle surtout de pureté en laboratoire ou d'impureté. Il faut faire attention, certains appareils vous demandent une qualité, mais aussi des impuretés maximum admissibles. Ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte lorsque vous faites vos demandes de prix à n'importe quel fournisseur de gaz. C'est des choses très importantes puisque c'est ce qui va déterminer le bon fonctionnement de votre appareil. Et on verra après que si ces informations ne nous sont pas communiquées, votre appareil va partir en dérive. C'est une des causes. Il existe différents types de gaz. On commence par les gaz les plus courants, les gaz de l'air. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, hein. Dans l'air est présent de l'oxygène, de l'azote, un tout petit peu d'hélium, est considéré comme gaz de l'air. En labo, on parle de gaz non pas industriel, mais de gaz de laboratoire, parce qu'on a une pureté qui est un peu plus importante. La bouteille elle-même est aussi un emballage différent par rapport à la qualité industrielle. Donc, il faut bien regarder quelle qualité de gaz vous allez demander à votre fournisseur. Au niveau de vos demandes, au niveau de besoin de votre appareil, on va partir sur des consommations en millilitres, en litres par minute, en mètres cubes. Tout ça, c'est des calculs à prendre en compte pour savoir comment vous allez travailler et comment vous allez exprimer vos besoins. Et on a vu qu'il y avait des gaz de l'air, il y a aussi des gaz liquéfiés, un peu moins présents en laboratoire, comme le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou autre. Eux, ils sont exprimés non pas en mètres cubes, comme les bouteilles des gaz de l'air, mais en kilos, généralement. Quand on parle de gaz, il y a des gaz rares
il y a des gaz nobles. Il y a différentes gammes, et forcément, le prix, quel que soit le fournisseur, va aussi varier. On parle de xénon, de krypton, d'argon, de néon. L'hélium, lui, il est issu des couches entre les gaz nat. C'est différent. Ce n'est pas des gaz qu'on produit, c'est des gaz de source. Donc le contenu, lui, il est exprimé en litres, ça on le sait, non pas en mètres cubes ou en kilos. Et ce sont des produits forcément très coûteux, hein, puisque ce sont des gaz très rares. Il y a 0,03% par exemple de krypton dans l'air. Pour faire une bouteille de 2 litres ou de 3 litres, il faut faire tourner l'usine pendant une semaine ou 2 semaines pour avoir une petite bouteille. Donc si vous avez un prix exorbitant pour la petite bouteille, voilà. Il faut produire d'autant plus de mètres cubes d'azote et d'oxygène et d'argon pour arriver à avoir une petite bouteille de krypton ou de xénon. Il existe d'autres gaz qui sont fabriqués, non pas c'est les gaz de l'air, mais les gaz chimiques ou réactifs. Donc il existe des monoxydes de carbone, des oxydes, des ammoniacs. Et tout ça, c'est une sécurité différente. Et ce sont des fabrications différentes, plus sur le domaine de la chimie. Les questions à se poser lorsque vous avez à faire vos demandes, c'est est-ce que vous avez besoin d'un gaz pur, un gaz unique, de l'azote pur, de l'oxygène pur, de l'argon pur, ou bien d'un mélange qui est composé principalement d'un gaz de fond, c'est-à-dire le gaz qui est le plus majoritaire dans la bouteille. Donc généralement, il y a marqué QS avec 99% d'argon. Et après, le reste du mélange, 1% ou 0,5% d'azote, d'oxygène, 0,5% d'argon et d'autres petits gaz qui sont exprimés en ppm, en parties par million. Tout ça, c'est des informations à bien lister pour faire vos demandes. Quand on parle de gaz pur, un gaz pur, c'est un gaz avec un seul composant. Et il se définit par le niveau des impuretés qu'il contient. Par exemple, de l'azote instrument 5.0. 5.0, c'est une qualité que tout le monde emploie. Quand vous voyez sur vos fiches techniques de vos fabricants, de l'azote 5.0, le 5 correspond au nombre de 9 et le 0 correspond au quotient. Donc il y a 99,9990. Ça, c'est la pureté de votre gaz. Le 5.0, il y a 5 9 et un 0 derrière. Si c'était un 5.5, il y aurait 99,9995. 6,0, 6,9. 99,49 derrière. Au niveau des gaz purs, plus on monte de 4.5 ou 4, qui est la version industrielle, vers le 5.0, 5.5, 6.0, les impuretés, elles, sont plus petites. C'est-à-dire on a moins d'impuretés, plus le gaz est pur. Sur un oxygène 5.0, on a 3 ppm, par exemple, d'impureté. Alors que sur un oxygène 6.0, on a 0,2 ppm d'impureté. Donc il faut faire attention, lorsque vous faites vos demandes, de bien vérifier si c'est du 5.0 ou du 6.0 que vous demandez. Et au niveau d'impureté aussi. Si l'impureté elle est définie dans votre cahier des charges, il faut bien le noter pour vos demandes. Donc bien se poser la question de quelle qualité de gaz avons-nous besoin? Est-ce que c'est du 4.5, du 5.0, du 6.0? Quand on voit 99,996 ou 99,999, c'est pas la même chose. Il faut bien faire attention. Ça peut déterminer aussi le bon fonctionnement de votre appareil. Donc le choix de la qualité du gaz, le choix de l'impureté, le choix de la précision que vous allez apporter à ça, va permettre de vous proposer le gaz en correspondance avec votre appareil.
Excusez-moi, on a un petit problème. Personne n'avait dit que ça bougeait pas là-bas. Ils sont sages, hein, ils sont sages. Bah, pour ma première, hein, c'est top. Hein. Ils ont dû imaginer. Excusez-nous. Hein. Pourtant, chez moi, je l'avançais avec mon petit appareil, mais... Ah, là, c'est bon. c'est bon. C'est en mode. Bah, mettez-la comme ça, tant pis, je l'ai pas celle d'avant. Vous allez voir en accéléré les slides. Donc, je vais vous remontrer hein, les jolis slides. Excusez-moi, hein, merci. Donc, Stéphanie Troussel, notre responsable laboratoire France. Ouais, c'est normal. Donc, bon, je refais un petit point. Donc, hein, comment bien définir nos gaz, c'est ce qu'on est en train de regarder. Et les dérives, c'est la deuxième partie qu'on va faire. Donc, les bonnes pratiques. Hein, quel gaz utiliser, quelle qualité, quel conditionnement. La partie gaz spéciaux, pureté, calibration, on avance. Les besoins en gaz. Donc, on a parlé des gaz de l'air et des gaz liquéfiés. Si je vais trop vite, vous le dites. Hein. On a parlé des gaz rares ou appelés aussi gaz nobles, tels que le xénon, le krypton, l'argon, ou des gaz chimiques et réactifs. Les premières questions à se poser, donc, on en était là. Est-ce que vous avez besoin d'un gaz pur, unique ou d'un gaz de mélange? Donc un gaz pur avec une molécule ou un gaz de mélange avec une molécule principale et plein d'autres molécules qui sont exprimées en pourcent en ppm. Les impuretés au niveau des gaz, donc on en était là. Au niveau d'un azote instrument, par exemple 5,0, on voit que les impuretés, par exemple en oxygène, sont inférieures à 3 ppm, alors que sur un azote scientifique 6,0, il est inférieur à 0,2 ppm. Donc les différences sont très importantes entre un azote instrument 5,0 et un azote instrument 6,0. Lorsque vous regardez votre fiche technique de vos besoins, vérifiez bien déjà toutes les qualités, 5,0, et après toutes les impuretés. Alors je vais parler pour tous les gaziers, puisque tous les gaziers on a des normes à respecter, mais chez certains, comme chez nous, les impuretés ne sont pas les mêmes. Donc il faut bien faire attention à bien nous donner les impuretés. Il se peut parfois qu'on n'ait pas l'impureté qu'on vous voulez, qu'on soit au-dessus, et qu'un de nos confrères l'ait, et inversement. Donc faites bien attention à ça. On a des systèmes de filtration, des systèmes de production qui sont identiques, mais la filtration finale, le nettoyage final de nos gaz n'est pas tout à fait la même. Donc il se peut des fois qu'on n'ait pas les impuretés que vous demandez, le confrère là, et inversement. Donc n'hésitez pas. Ça dépend, ça améliorera beaucoup votre process hein, si vous avez la bonne qualité qui est demandée par le fabricant. Donc, se poser la question, hein, de quelle qualité de gaz avons-nous besoin? 4.5, 4.6, c'est la version des gaz industriels, entre guillemets. À partir de 5.0, on commence à rentrer dans la gamme laboratoire, la gamme scientifique. 5.0, 6.0. Au-dessus, la gamme 7.0, c'est de la gamme microélectronique. Si vous ne savez pas ce qu'est la référence qui est marquée 99,996 sur votre doc. 99,996, il y a combien de 9? Il y en a 4 et il y a un 6. Donc c'est du 4.6. Le 99,999, vous pouvez encore rajouter un 0 derrière. Il y a 5 9, donc c'est du 5.0. Alors c'est peut-être courant, mais c'est important de le savoir. C'est le nombre de 9 que vous comptez. Ou inversement, lorsqu'il y a marqué du 6,0, ben c'est du 99,9999. Les impuretés dans les gaz, hein, ils sont différents, ils sont exprimés parfois en pourcent, parfois en ppm,
parfois en beaucoup de choses. Donc, il faut regarder. Vous avez le petit tableau là, c'est un récap. Le 2.0, c'est du 99. Du 99, du 99.5. Certaines machines ont besoin d'un gaz simple pour faire vos analyses. Donc, du 99.5 suffira. Vous n'êtes pas obligé de mettre du 5.0. Après, en fonction de vos utilisations, si vous utilisez que quelques litres de 99.5 et 2 bouteilles de 5.0, vous allez mettre qu'un seul réseau en place. Vous n'allez pas multiplier le nombre de bouteilles, le nombre de locations et le nombre d'installations. Et tout ça, c'est à définir avec les personnes commerciales. La teneur en pourcentage, généralement, elle est exprimée en partie par million. Sur une bouteille, 99% sur une bouteille, c'est de pureté, donc un gaz neutre, correspond à 1% d'impureté. 99,999, donc du 6.0, il y a une partie par million d'impureté, donc 1 ppm d'impureté. Donc forcément, le prix de la bouteille ne sera pas le même, la qualité non plus. Donc il faut savoir qu'une bouteille de 99 ou 89.5 qui va coûter X euros, la bouteille de gaz pur, que ça soit chez Pierre, Paul ou Jacques, va coûter 5 ou 10 fois plus cher. Parce que derrière, il y aura temps et temps de filtration, temps et temps de nettoyage pour arriver à une qualité de gaz optimale. Une fois que vous avez défini les besoins de vos gaz, c'est petit, vous voulez que j'agrandisse un peu ou ça va? Ah, je ne peux pas vous prêter les miennes. Une fois que vous avez trouvé la liste de tous vos gaz, comment vous allez commencer à travailler? Il y a différents laboratoires qui travaillent juste en journée. Vous travaillez en 2 x 8, en 3 x 8. Vous faites vos calculs, vous faites vos débits et vous arrivez à un volume de gaz. En fonction de ce volume de gaz, vous allez savoir si vous pouvez installer des bouteilles à l'extérieur, des mini-bulks, c'est les petits réservoirs, ou carrément des gros réservoirs cryogéniques, ou à l'inverse, si vous n'avez pas la possibilité d'installer des bouteilles ou des réservoirs, de partir sur la gamme de générateurs de laboratoire. On peut installer un compresseur avec un générateur d'air, un générateur d'azote, ou des générateurs d'hydrogène. Tout est faisable, ou d'oxygène maintenant aussi. Donc on arrive à fournir tous vos besoins, quelle que soit la qualité de gaz pour le laboratoire, si vous êtes dans un environnement qui accepte les bouteilles, ou qui accepte des réservoirs, ou vous partez sur des générateurs directement sur ou sous la paillasse. Comment choisir son emballage? Donc en fonction de vos débits, on en a parlé, la pression de vos équipements, tout ça c'est des calculs à faire, à valider avec votre responsable commercial et tous les gaziers que vous allez consulter. Vérifiez vos temps d'utilisation, vos équipements, très important. Si c'est 8 heures par jour, si c'est 5 jours par 7, si c'est juste temporairement. En fonction de vos besoins de gaz, on ne va pas vous mettre le même emballage à disposition. Ça ne sert à rien de mettre un réservoir si vous allez consommer que quelques litres. Inversement, si vous avez des gros besoins, on ne va pas vous mettre des bouteilles et venir les changer tous les jours. C'est une optimisation à faire, aussi bien pour vous que pour nous, en termes de rotation de bouteilles, de livraison, etc. Donc avec toutes ces données, le commercial il définit avec vous la meilleure des solutions en fonction de vos capacités de stockage et le meilleur moyen d'appro. En gros, je vous ai dessiné un petit dessin entre la partie petit réservoir, petite consommation qui vont des bouteilles de 15 litres à 50 litres. Si vous avez des consommations un peu plus importantes, on part sur des cadres. Donc ce sont 8, 10, 12 ou 16 bouteilles qui sont accrochées les unes aux autres. Et on vient vous livrer en une fois avec un cadre. Si vous avez des consommations qui sont encore un peu plus importantes,
on part sur des petits réservoirs cryogéniques. Donc, c'est des petits réservoirs de 120, 200 litres ou 600 litres, où vous avez le gaz qui est en liquide et on le transforme en gazeux pour votre application. La livraison se fait à partir du 120 litres par des petites camionnettes, qui chez nous s'appellent Cryovite. Et au-delà de ça, lorsque vous avez des grosses consommations, quand vous avez des réservoirs cryogéniques extérieurs, on vient vous livrer en 19 tonnes, 26 tonnes ou 39 tonnes, en liquide 100%. Tout ça, c'est des calculs, des validations à faire au niveau de vos besoins. Quels sont les différents types d'emballage? Bon, là, vous les voyez. Hein. Donc, je n'ai pas trouvé de photo française, entre guillemets. C'est la version de la maison mère hein, d'Allemagne. C'est pour ça que vous voyez, les têtes de bouteilles ne sont pas les mêmes hein, en France. Nous, on a une collerette de protection, c'est-à-dire un chapeau qui protège le robinet. Et en Allemagne, ils ont un chapeau qui protège le robinet juste pour le transport. Les normes ne sont pas les mêmes entre la France et l'Allemagne. Parce que nous, on est allemands à la base. Donc ça, c'est la version... certaines bouteilles de mélange viendront d'Allemagne chez nous. Donc elles auront juste ce type de bouteille. Donc vous voyez les petites bouteilles, les B05, les toutes petites. Quand on parle de B05, c'est une bouteille de 5 litres. 5 litres en eau. Après, vous avez des B10, des B15, des B20. Et les grandes que vous connaissez, qui font entre 1,50 m et 1,75 m, ce sont des B50. C'est des bouteilles de 50 litres en eau. D'accord? Qui vont de 8 à 10,5 mètres cubes, suivant le gaz. Et une fois que vous avez des consommations très importantes, ce que tous les gaziers espèrent, vous passez sur la partie réservoir cryogénique extérieur. Donc ce sont des réservoirs super isolés où on vient vous livrer des gaz purs, 5,0, en argon, azote, oxygène. Ce sont les gaz là qu'on met dans ces réservoirs. Lorsque vous avez des très petits conditionnements, c'est-à-dire des très petits besoins, on va partir sur des bouteilles qui sont encore plus petites, qui vont de 0,2 litres à 1,2 litre. Donc ce sont des bouteilles jetables généralement pour faire de l'étalonnage. Lorsque vous rentrez une nouvelle machine, ce sont des petites bouteilles où à l'intérieur on a mis un gaz ou un mélange pour venir faire votre étalonnage de machine. Lorsque vous avez une agrémentation COFRAC ou quelle qu'elle soit, vous êtes obligé de prouver et de faire une validation de votre machine, une calibration de votre machine, et celle-ci est au démarrage avant que vous fassiez vos analyses. Donc ce sont des petites bouteilles qui sont jetables ou non, hein, la petite dernière n'est pas jetable, et tous les autres ce sont des bouteilles jetables, où à l'intérieur vous avez la quantité de gaz suffisante pour pouvoir faire votre remise à zéro de votre machine pour votre accréditation. Et après, vous avez, pour ce qui est étalonnage, process ou pour les petites consommations, vous avez la bouteille de 1 litre qui est en alu, portable. Elle existe maintenant en 2 litres depuis cette année. C'est les bouteilles EcoSeal. Donc c'est la bouteille... Non, ça ne marche pas ici. C'est la petite bouteille là, qui existe en 2 litres, qui sont portables, que vous pouvez transporter pour les faire un étalonnage partout dans votre labo, pour ceux qui ont des grands laboratoires ou des grandes usines. Et après, vous avez les bouteilles de 5 litres, 16 litres, 25 litres, et jusqu'au B50, les grandes bouteilles de 50 litres. Donc il y a tous les emballages qui sont disponibles pour faire vos étalonnages ou pour vos recharges pour les process. En gros, vous voyez que dans un laboratoire, on peut avoir différentes consommations, différents besoins, différentes puretés nécessaires. Sachez que on est capable de vous fournir aussi bien du matériel, des petites bouteilles pour une application, un générateur pour une autre application. Lorsque vous avez des gros besoins, on vous fait un réseau
de gaz avec des centrales de détente, soit avec des bouteilles, soit avec des cadres. Donc c'est le 1, c'est bien, ça marche ici, mais ça ne marche pas sur la télé. Donc vous avez les gros besoins donc, qui sont ici, qui sont les cadres de 8 bouteilles jusqu'à 16, voire 24 ou 28 bouteilles. Sur les consommations normales de laboratoire, vous partez sur des bouteilles accrochées sur des centrales de détente. Sur des très très grosses consommations, vous avez le 2, c'est un réservoir cryogénique extérieur. Et après, pour les petites consommations, vous êtes sur les petites bouteilles individuelles, les B5 et B10 à l'intérieur. La partie laboratoire, ou en moyenne consommation, c'est des petits réservoirs mobiles de 120, 200 jusqu'à 600 litres, voire 1000 pour les plus grosses applications. Donc on en a terminé pour la première partie sur les besoins en gaz. La dernière chose, lorsque vous êtes en réseau et lorsque vous avez besoin d'une installation, on peut définir avec vous si vous avez besoin d'une bouteille, de 2 bouteilles ou 3 bouteilles. Si votre appareil ne doit pas tomber en rupture d'approvisionnement de gaz, on vous mettra 2 bouteilles en place avec une centrale de détente double, avec une bouteille de chaque côté. Et donc la pression va passer d'un côté à l'autre. Le gaz va passer d'un côté à l'autre pour pouvoir vous livrer en direct. On pourra changer la bouteille d'un côté pendant ce temps que l'autre côté vous délivrera du gaz. On peut partir sur des centrales mono-bouteilles où une fois que la bouteille est vide, vous êtes en rupture d'approvisionnement, si votre machine le permet. Tout ça, c'est des choses à discuter suivant vos besoins. Pour les très petites installations, il suffit parfois, si vous avez l'autorisation et le droit dans l'endroit où vous êtes, dans le laboratoire, de mettre des équipements de distribution individuels. Donc, ça s'appelle des détendeurs de bouteilles, donc laboratoire, avec et sans purge, avec des croix de purge si c'est des gaz un peu plus dangereux, qu'on met dans une armoire de sécurité ou pas, qu'on met avec de la détection ou pas. Donc tout ça, c'est des choses à discuter. Lorsque vous êtes sur des équipements qui ont besoin d'avoir une alimentation de gaz en continu, donc sans coupure d'alimentation de gaz, on part sur une centrale semi-automatique. C'est une centrale de gaz où vous avez un emballage droit et un emballage gauche. L'emballage droit est en train de délivrer du gaz. L'emballage gauche est en secours. Une fois qu'on arrive en équilibre de pression sur les 2 bouteilles, à 10 bars, c'est l'autre emballage qui continue à délivrer. Et vous pouvez aisément changer donc, la bouteille qui est vide. Et donc là, votre équipement ne verra aucune coupure de gaz, ne verra aucune coupure d'alimentation et continuera à fonctionner. Sur ces centrales semi-automatiques, on peut mettre tout un système de sécurité, de capteurs de pression pour vous alerter que la bouteille est vide, aussi bien en filaire qu'en process digital, avec un renvoi sur vos smartphones, sur un mail, etc. Donc on n'est même plus obligé d'aller se déplacer en bas dans le local gaz pour aller vérifier si vous avez encore suffisamment de gaz dans vos bouteilles. Maintenant, tout peut se faire au niveau des applications, au niveau de la digitalisation. Et après, lorsqu'on fait les réalisations, parce qu'on réalise les installations aussi de A à Z, on peut donc la première détente, c'est des centrales ou des bouteilles. Et la deuxième détente, c'est ce qu'on appelle celle qui est au niveau de votre équipement. C'est le point d'alimentation dans le laboratoire. Donc ça, c'est défini, l'installation est définie en fonction de la pression que votre équipement demande. Donc on a là des détendeurs 0,1 bar, 0,10 ou 0,16 bar, en fonction de le besoin de vos équipements. Donc un exemple d'installation d'une centrale semi-automatique à réarmement manuel. Donc c'est une centrale ici qui est équipée avec 2 capteurs inductifs, des contacts secs, qui vont allumer une petite lumière qui se trouve dans votre labo. Une fois que la pression de consigne aura atteint, par exemple, les 10 bars, la lumière va s'allumer dans votre laboratoire pour vous dire attention, il y a une bouteille qui est vide. Elle va vous indiquer, ça dépend le type d'affichage, que ce soit la bouteille droite ou bouteille gauche, et sur quel type de gaz.
Donc ça, c'est la version simple, filaire. Et maintenant, elle existe avec des capteurs inductifs. On passe vers le cloud et on vous envoie directement un mail. On peut aussi vous réaliser toute la partie réseau de laboratoire. Donc en tout inox, Studio Orbital, et on utilisera la qualité d'inox en fonction du gaz, du bon gaz. Si c'est du 5.0, si c'est du 6.0, ou si c'est du microélectronique, le type de tuyauterie ne sera pas le même. Et donc là, vous voyez aussi les points d'application en laboratoire. Donc en fonction du nombre de gaz, en fonction du type de gaz, en fonction de vos différentes applications, on va vous installer tous les réseaux associés. Et les générateurs, là on a parlé des centrales, on a parlé des tendeurs bouteilles. Il y a aussi les générateurs. Dans la majeure partie des cas, ou surtout aussi maintenant dans les facs, les bouteilles ne sont plus à l'intérieur des laboratoires. Elles sont à l'extérieur, soit sur des balcons, soit dans les locaux gaz qui se trouvent au rez-de-chaussée. Et donc pour tirer une ligne d'alimentation en façade, des fois ça coûte énormément plus cher. Donc on part sur des générateurs. Les générateurs de gaz, les trois principaux générateurs de gaz qui existent sont de l'azote, sont de l'air et de l'hydrogène. Et depuis peu de l'oxygène aussi, pour les faibles débits. Pour l'azote et l'air, ce sont des générateurs avec un compresseur associé. Soit on utilise le compresseur de votre laboratoire ou de votre usine ou de votre fac, si les qualités sont suffisantes. Si les qualités ne sont pas suffisantes, on vous met une série de filtres, si on peut le faire. Et après, on vous met juste un générateur d'air ou d'azote. On peut aisément vous donner la qualité que vous souhaitez, que ce soit du 5.0 ou du 6.0. Il existe différents types de générateurs, en fonction de la qualité que vous voulez, en fonction du débit que vous voulez. Et pour l'hydrogène, lui, c'est une autre fabrication. Hein. On a besoin uniquement d'eau déminéralisée. En gros, c'est une électrolyse de l'eau qui se fait dans un appareil en automatique. Les débits vont de 120 ml à 10 litres par minute. Donc les débits sont aussi importants. Et on peut aller de 7 bars jusqu'à 15 bars. Donc pour vos nouveaux équipements, pour vos piles à combustible ou autres, on peut monter jusqu'à 15 bars, voire un peu plus. Donc c'est pareil hein, que pour la définition de vos gaz en bouteille. Hein, il faut toujours prendre connaissance des débits, des pressions, des impuretés de vos équipements. Et en fonction de ça, on vous définira le générateur qui est en adéquation avec vos besoins ou vos futurs besoins. Il faut faire attention, lorsque vous définissez vos besoins et futurs besoins, il faut penser à l'avenir. Alors certes, dans la période où on est, on ne sait pas toujours où on va, mais si vous partez sur une extension de laboratoire et vous avez un générateur qui alimente juste une ou deux machines et vous nous avez donné les besoins sur ces deux machines et vous rentrez deux nouvelles, vous êtes coincé. On ne pourra pas vous livrer plus que ce que le générateur délivre. Alors qu'inversement, avec une centrale de détente et des bouteilles, les besoins sont... On pourra vous livrer du gaz. On pourra vous délivrer du gaz suffisamment. La question est toujours difficile, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Qu'est-ce que vous avez en prévision? Est-ce que vous allez juste avoir besoin d'un générateur pour une utilisation ou pour une deuxième, une troisième, une quatrième application dans 1 ou 2 ans? Certes, il y aura aussi un coût. Plus on prend un appareil avec un peu plus de débit, plus il sera plus cher, mais au moins vous serez sécurisé pour l'avenir. Tout ça, ce sont des appareils qui sont aussi bien à la vente ou à la location. Donc là, je vous ai uniquement mis pour voir un peu l'intérieur d'un générateur. C'est un tout petit générateur, là. C'est un 160 ml en 5.0. Donc, une partie, le petit bloc en EPDM, en téflon, c'est le réservoir d'eau. D'accord ? De ce réservoir d'eau, on va sur une membrane
donc qui se trouve ici. Donc vous avez la sortie d'eau, on arrive ici sur une membrane. L'H2O, on sépare l'O2 de l'H2. D'accord ? L'O2, il est rejeté à l'extérieur, canalisé si le laboratoire interdit de rejeter l'oxygène dans le laboratoire, donc on canalise à l'extérieur. Et après, suivant la filtration, si c'est du 5,0 ou du 6,0, on le fait passer dans les colonnes de séchage pour vous délivrer directement le gaz que vous avez besoin. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'électronique. Il y a 0 maintenance à faire sur ce type de générateur. D'accord ? Il y a juste la cartouche filtrante de l'eau à changer tous les 6 mois. C'est tout. Donc là, on le voit, c'est le process. Hein, donc, au niveau du réservoir d'eau, alors tout ça, il y a des capteurs haut et bas. On va partir sur une petite pompe de filtration. Ça, c'est le réservoir d'eau externe. Le réservoir d'eau interne. On arrive sur l'électrolyseur, un petit surpresseur et un sécheur si vous avez une qualité 5,0 ou 6,0 qui arrive derrière. Sur une qualité 5,0, vous mettez de l'eau, vous appuyez sur Entrée, vous validez vos pressions. Le débit, lui, il est donné maxi par rapport au modèle que vous avez choisi. Instantanément, vous avez de l'hydrogène qui sort en 5,0. Sur du 6,0 ou sur du 7,0, il faut attendre un quart d'heure pour avoir la qualité nécessaire à la sortie de la filtration. On en a fini pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Je vais vous donner ça. Bonjour. La différence entre le 5.0 et le 6.0 au niveau... Parlez un petit peu plus fort. Plus proche. La différence entre le 5.0 et le 6.0 au niveau process, c'est simplement la cartouche filtrante? Non, la filtration. Au niveau du générateur? Non, pour les bouteilles en général. Non, pour les bouteilles, c'est la fabrication. Pour les bouteilles, c'est à l'usine, à la fabrication du gaz. Ouais. On a des filtrations, on a un nettoyage, en parlant plus simple, on a un nettoyage du gaz qui est plus important pour du 5.0 et du 6.0. D'accord. Okay. Ça se fait en production. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a des bouteilles d'azote instrument 5.0, on a des bouteilles d'azote instrument 6.0. C'est la filtration et le nettoyage et l'analyse qui est faite pour vous garantir un 6.0 ou un 5.0. Une fois que vous avez du 5.0, vous ne pouvez pas ressortir du 6.0 à partir d'une bouteille de 5.0. Donc, mais là, vous partez à partir de... Vous faites le gaz à partir du liquide ou pas? Le gaz, l'azote, l'argon, l'oxygène vient du gaz de l'air qu'on vient distiller, c'est-à-dire qu'on vient aspirer et on vient le séparer. On le reliquifie derrière et après, pour le remettre en bouteille, on le vaporise, on le nettoie et on le remplit en fonction de nos différents gaz. Okay, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer à la deuxième partie. On peut passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les dérives sur les lignes des gaz et les bruits de fond. Donc, sur tous les appareils de gaz de laboratoire, vous pouvez avoir des appareils qui, lorsque vous les allumez le matin, vous font des lignes d'impureté, des lignes non stables, des lignes qui dérivent. Certains appellent ça les lignes de base, des bruits de fond. Il y a un peu tout dans le domaine du labo. On va partir sur des exemples. On prend l'exemple d'une GCFID avec une flamme, avec un hydrogène, donc 5,0, donc 99,999, qui a besoin de 30 ml minutes pour faire fonctionner la flamme. À côté, on a un réseau d'hélium et un réseau d'azote. Le matin, en arrivant,
le laborantin allume son GC, il voit que la ligne de base et le bruit de fond ne se stabilisent pas. Ce qui arrive de temps en temps. Elle met plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, voire parfois 1 heure, à se stabiliser correctement. Pourquoi cela? Donc là, vous voyez par exemple une ligne de base qui est non stable. Avec un blanc en démarrage, une purge du H2 qui a 100 ml, on a en plus augmenté le débit. Il y a différentes possibilités. Première chose, c'est forcément le fournisseur de gaz qui a fourni du mauvais gaz. Ça, toujours. C'est toujours nous, donc on est fautif. Quelle solution à apporter? Quelle piste? Principalement, c'est le gaz qui est en cause. Oui, peut-être. Lorsque vous êtes en réseau de gaz, lorsque vous êtes donc en centrale de détente ou un détendeur, lorsque vous faites le changement de bouteille, il y a une procédure à respecter. Cette procédure, elle est importante. Alors vous allez peut-être nous dire, bah oui, mais je vais mettre du gaz aux petits oiseaux, je vais jeter du gaz. Mais c'est cette procédure de nettoyage de flexible parce qu'il a été mis à l'air libre lorsque vous avez déconnecté la bouteille. C'est cette procédure qui, si vous ne la faites pas correctement, va polluer votre réseau. Que ce soit du gaz de chez nous ou d'ailleurs, si vous ne respectez pas cette procédure, vous allez intégrer dans votre réseau de l'air ambiant, en plus de votre gaz, qui est lui pur, qui est à 5,0 ou 6,0. Donc vous allez avoir par exemple de l'azote ou de l'hélium 6,0 dans votre réseau. Vous ne faites pas correctement votre purge, donc votre compression détente de votre flexible qui se trouve sur la centrale. Vous allez mettre de l'air ambiant avec. Donc de l'air, c'est quoi? C'est de l'oxygène, de l'azote et de l'argon. En plus de votre hélium. C'est normal que votre machine, votre appareil de labo ne va plus fonctionner correctement. Puisque vous avez, pas omis, mais vous avez accéléré la purge de votre centrale. Lorsqu'on vous dit de faire 3 purges, 4 purges ou 5 purges ou 6 purges de flexible lorsque vous faites le changement de bouteille, c'est très important. Le moyen mémotechnique que je dis lorsque je fais des formations techniques ou lorsqu'on met des nouvelles centrales en place, lorsque vous avez de l'azote 4.5, vous faites 4 compressions détente. Lorsque vous avez du 5.0, vous en faites 5. Et lorsque vous avez du 6.0, vous en faites 6 des compressions détente. Alors, je ne sais pas ce que la concurrence fait, mais nous, on fait comme ça. Donc, si vous avez du 6.0, bah vous faites 6 compressions détente. Vous remplissez votre flexible, vous fermez votre bouteille et vous chassez le gaz qui se trouve dans le flexible avant de le faire rentrer dans votre réseau. C'est important de faire ça. Parce que si vous ne le faites pas correctement, lorsque vous avez débranché la bouteille pour mettre la nouvelle, le flexible, lui, il a été mis à l'air libre. Donc il y a de l'air ambiant qui rentre à l'intérieur. Et vous, ce que vous voulez, on l'a vu tout à l'heure, c'est un gaz pur. Et ce gaz pur, si vous avez fait une mauvaise compression détente, une mauvaise purge de votre flexible, bah derrière, vous allez polluer votre réseau. Vous allez polluer votre centrale, vous allez polluer votre réseau, et forcément au bout, vous avez votre appareil qui, lui, va partir en dérive parce qu'il n'aura pas du gaz pur. Alors comment vérifier que c'est bien le réseau, par exemple, ou ça se peut que ce soit la bouteille, hein. Si vous avez mis une nouvelle bouteille, il se peut qu'on a eu un loupé à la fabrication et qu'on a une mauvaise bouteille. Vous prenez votre bouteille, vous la ramenez à côté de votre appareil, vous prenez un détendeur et vous le branchez en direct. Si le branchement en direct entre le détendeur et l'appareil se fait, vous n'avez plus de dérive, c'est qu'il y a une pollution dans votre réseau. Ça, c'est la première chose à faire. Alors certes, il faut un détendeur supplémentaire et puis un petit peu de technique pour venir l'installer. C'est comme ça que vous allez éliminer déjà la cause d'un mauvais changement d'emballage et de mauvaise purge et de pollution de votre réseau. Vous prenez l'emballage, vous l'amenez à côté de la machine, vous le branchez en direct. Si c'est OK, c'est bon. Il se peut aussi que ce soit un mauvais calibrage de votre appareil.
si l'appareil est neuf ou s'il vient d'être révisé. Il se peut aussi qu'il y ait une entrée d'air sur un raccord qui est mal serré. Vous regardez à l'arrière de votre appareil, il se peut qu'il y ait des raccords qui sont mal serrés. Sur la dérive en hydrogène, sur le générateur, c'était un générateur d'hydrogène qui était branché sur le GCFID, il y a le raccord à l'arrière qui était mal serré. C'est pour ça qu'il y avait une entrée d'air à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il y avait une dérive. Le générateur marchait très... Le GC était superbement bien calibré, mais il y avait quand même une dérive. Donc il faut bien vérifier, aussi bien au niveau de vos points d'application que à l'arrière de vos machines, que tous vos raccords soient bien serrés.